Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes chers étudiants, nous allons voir la première partie du cours du syndrome d'apnée centrale. Nous allons commencer par quelques généralités. Le syndrome d'apnée centrale est défini par des apnées, hypopnées centrales récurrentes durant le sommeil. Toutefois, il n'existe pas un seuil clair au-dessus duquel on peut définir le syndrome d'apnée centrale. Beaucoup choisissent le seuil d'index d'apnée hypopnée centrale supérieur à 5 par heure. Pourquoi cette difficulté de seuil? Parce que c'est une pathologie qui reste relativement rare et sa physiopathologie et les symptômes cliniques et les complications sont hétérogènes. Les critères arbitraires suivants sont proposés pour définir le syndrome d'apnée centrale et sa sévérité. On va parler de syndrome d'apnée centrale à partir d'un IH de 5 par heure, dont la plupart des événements sont centraux, c'est-à-dire plus de 50%, avec possibilité de s'associer à un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, et dans ce cas-là, on va parler d'un syndrome d'apnée mixte. L'évaluation de la sévérité va être basée sur le chiffre d'index d'apnée-hypopnée. On va parler de syndrome d'apnée centrale léger entre 5 et 15, modéré entre 15 et 30, et supérieur à 30 comme sévère. En fait, on se trouve devant un spectre de syndrome d'apnée du sommeil avec le syndrome d'apnée centrale, avec des apnées centrales qui dépassent 50% de l'IH. Mais vous avez le syndrome d'apnée mixte avec autant d'apnées centrales que d'apnées obstructives. Le syndrome d'apnée mixte avec S, lorsque les apnées mixtes dépassent les 50% de l'IH. Et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, lorsque les apnées obstructives dépassent les 50% de l'IH, avec en plus le syndrome de résistance des voies supérieures. Habituellement, les choses sont très claires lorsqu'on a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, avec une prédominance nette des apnées obstructives et à l'absence de l'apnée centrale ou un index d'apnée centrale qui est inférieur à 5 par heure. La principale composante du syndrome d'apnée centrale, c'est l'apnée ou l'hypopnée centrale. L'apnée centrale résulte d'une abolition transitoire de la commande respiratoire centrale vers les muscles respiratoires, ce qui va mener à une cessation de la ventilation. Il s'agit le plus souvent d'une baisse de la PaCO2 au-dessous du seuil d'apnée, tel qu'on l'a vu au cours du cours de physiologie, respiration et sommeil. Par convention, l'apnée du sommeil est définie au niveau d'un enregistrement, soit polygraphique ou polysomnographique, comme une absence ou une réduction du débit d'air à moins de 90% du niveau de base pendant au moins 10 secondes. Au cours d'une apnée centrale, il n'y a aucun effort respiratoire et donc pas de mouvement de la paroi thoracique et de la paroi abdominale. Dans l'hypopnée centrale, le débit d'air et le volume courant diminue de 50% à 90% par rapport à la respiration normale pendant au moins 10 secondes. Cette diminution est généralement associée à une désaturation en oxygène ou un éveil ou micro-éveil du sommeil. Mais cette hypopnée ne s'accompagne pas de limitation de débit due à l'obstruction des voies aériennes supérieures. Il est difficile de distinguer les hypopnées centrales des hypopnées obstructives et cette difficulté est d'autant plus importante que l'enregistrement ne contient pas assez de données concernant la limitation de débit. Globalement, on classe les syndromes d'apnée centrale en deux types essentiels, le syndrome d'apnée centrale hypercapnique et à l'opposé, le syndrome d'apnée centrale normaux ou hypocapnique. Nous allons voir tout d'abord le diagnostic positif du syndrome d'apnée centrale. Les circonstances diagnostiques principales sont tout d'abord la découverte de ce syndrome au cours d'une polysomnographie pour suspicion de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, lors du suivi d'une insuffisance cardiaque avec symptômes de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, lors du bilan de dépistage d'un trouble respiratoire du sommeil chez un neuromusculaire par exemple, ou dans le suivi, par exemple, d'une insuffisance respiratoire chronique hypercapnique. Nous allons voir maintenant les principales caractéristiques cliniques des syndromes d'apnée centraux du sommeil. Quelles sont les caractéristiques cliniques des patients syndromes d'apnée centraux du sommeil?
Ces patients-là vont avoir une symptomatologie qui va différer selon qu'il s'agisse d'un syndrome d'apnée centrale hypercapnique ou non hypercapnique. Tout d'abord, il n'y a pas de différence concernant le sexe pour les syndromes d'apnée centraux hypercapniques. Par contre, il y a une prédominance masculine en cas de syndrome d'apnée centrale non hypercapnique. Généralement, il y a une histoire d'insuffisance respiratoire chronique qui est fréquente dans le syndrome d'apnée centrale hypercapnique avec des œdèmes périphériques et polyglobulie, alors qu'il n'y a pas cette histoire-là dans le cas non hypercapnique. La faiblesse musculaire est fréquente en cas de syndrome d'apnée centrale hypercapnique, alors qu'il n'existe pas dans le non hypercapnique. Certains éléments qui caractérisent le syndrome d'apnée obstructive du sommeil peuvent exister dans le syndrome d'apnée centrale en fonction du type. Tout d'abord, les céphalées matinales et les ronflements, ils sont habituels dans l'étiologie hypercapnique, alors que les céphalées matinales sont rares en cas de syndrome d'apnée centrale non hypercapnique. Les ronflements, par contre, sont fréquents dans le cas non hypercapnique. L'obstruction nasale, l'hypertension artérielle, l'étouffement nocturne, les insomnies et les réveils nocturnes fréquents sont rares dans l'étiologie hypercapnique, alors qu'ils sont habituels dans l'étiologie non hypercapnique. La somnolence diurne est fréquente aussi bien dans l'hypercapnique que le non hypercapnique. Le sommeil agité est habituel dans les deux. Le diagnostic positif du syndrome d'apnée centrale va nécessiter généralement une polysomnographie complète avec outils pour détecter la limitation du débit et de l'effort respiratoire, avec au minimum une plethysmographie d'inductance respiratoire. Comme on a vu tout à l'heure, les composantes du syndrome d'apnée centrale du sommeil sont les apnées et les hypopnées. Dans de nombreux cas, la classification des types d'apnée du sommeil est faite uniquement sur la base des apnées, qui constituent une minorité d'événements respiratoires, mais faciles à scorer. Et la plupart des laboratoires ne distinguent pas les hypopnées centrales des hypopnées obstructives, ce qui est un problème parce que chez les patients avec SAOS ou syndrome d'apnée centrale, la plupart des événements respiratoires sont plutôt des hypopnées. L'élément principal sur lequel on va se baser pour parler d'hypopnée centrale, c'est la réduction en phase des deux éléments, du flux aérien et des mouvements thoraco-abdominaux, avec absence d'autres critères de limitation de débit. Donc on a ici plusieurs apnées centrales avec arrêt du flux nasal et absence de mouvements thoraco-abdominaux. Ici, vous avez une apnée centrale évidente et à côté, vous avez une hypopnée centrale et on voit cette évolution en phase de la réduction aussi bien du flux nasal que des mouvements thoraco-abdominaux avec absence d'éléments orientant dans le reste des canaux de limitation de débit. Mais dans beaucoup de cas, on aura plusieurs formes polysomnographiques. Tout d'abord, selon le type d'apnée, on aura parfois des apnées mixtes qui sont plutôt centrales et qu'on va classer comme centrales. Des apnées mixtes plutôt obstructives et qu'on doit classer comme apnées obstructives. Et parfois, on a de vraies apnées mixtes avec aussi bien la moitié qui est centrale que l'autre moitié qui est obstructive. On a des formes selon la répartition des types d'apnée. On l'a vu dans le spectre des syndromes d'apnée centraux avec des syndromes d'apnée mixtes, des syndromes d'apnée mixte avec S, ce qu'on appelle aussi le syndrome d'apnée alternant. Alternant, c'est-à-dire que vous aurez des épisodes d'apnée obstructive ou d'éléments obstructifs et des épisodes d'éléments centraux dans une partie du tracé. Et enfin, on a le syndrome d'apnée complexe. C'est quoi le syndrome d'apnée complexe? C'est un syndrome d'apnée centrale qui va émerger ou persister sous pression positive continue. Vous avez ici des exemples d'apnée mixte à grande part centrale. Un tracé qui montre un SASE complexe, c'est un patient qui est sous titration au niveau du centre de médecine de sommeil et qu'on a mis sous PPC et qui a fait émerger des apnées centrales. Et on voit aussi à côté des hypopnées centrales.
un autre tracé de titration sous PPC qui montre l'émergence des apnées centrales. Après le diagnostic positif, nous arrivons au diagnostic étiologique. Le syndrome d'apnée centrale comprend plusieurs troubles hétérogènes, avec comme élément commun la PaCO2 qui va passer au-dessous du seuil d'apnée, et donc la PaCO2 sera très abaissée d'emblée, ou bien c'est le seuil d'apnée qui serait élevé. Sur la base des considérations théoriques, expérimentales et cliniques, deux mécanismes distincts peuvent expliquer les apnées centrales pendant le sommeil. Vous avez le mécanisme hypercapnique et le mécanisme hypocapnique. Nous allons traiter dans cette partie du cours le syndrome d'apnée centrale hypercapnique. Quel est le mécanisme de l'apnée centrale dans le syndrome d'apnée centrale hypercapnique? Il s'agit grossièrement de l'altération de l'activité diaphragmatique. Cette altération, elle peut être d'origine centrale ou périphérique. Lors de la transition de l'éveil au sommet, la commande centrale, qui est déjà réduite dans ce terrain d'hypoventilation alvéolaire, chute profondément, provoquant une diminution progressive de la ventilation jusqu'à ce qu'il y ait cessation complète de l'entraînement respiratoire et apnée centrale. La conséquence est que la PaCO2 monte et il y aura une désaturation artérielle en oxygène. Les apnées hypopnées sont plus fréquentes dans ce contexte pendant le sommeil paradoxal. Quelles sont les circonstances de découverte du syndrome d'apnée centrale hypercapnique? Il peut s'agir du suivi d'un patient avec atteinte nerveuse centrale, surtout pentobulbaire à l'imagerie, et qui commence à présenter éventuellement une dyspnée d'effort. Deuxième circonstance, c'est au cours de l'enregistrement systématique, oxymétrie nocturne, polygraphie ou même polysomnographie, au cours du suivi d'une étiologie d'hypoventilation chronique telle que les malades neuromusculaires et particulièrement chez les enfants. Parfois lors d'un enregistrement pour SOS éventuellement en cas d'obésité morbide. Le syndrome d'apnée centrale va survenir généralement sur un tableau d'insuffisance respiratoire chronique avec hypercapnie. Le patient va présenter les symptômes de l'insuffisance respiratoire chronique avec hypercapnie, hypoxémie diurne et nocturne. Ces symptômes peuvent inclure une cyanose, éventuellement une polyglobulie avec des œdèmes périphériques. Parfois, le patient va présenter les symptômes déjà décrits dans le tableau concernant le syndrome d'apnée centrale hypercapnique. Et parfois, le patient va être asymptomatique et à côté de ça, le patient va présenter éventuellement des signes cliniques en rapport avec l'étiologie. Le diagnostic positif va être orienté par des éléments orientant vers l'insuffisance respiratoire chronique. Tout d'abord, l'énumération formule à la recherche d'une polyglobulie et la gazométrie va donner des éléments confirmant l'hypoventilation nocturne en trouvant une hypercapnie avec une PaCO2 supérieure à 45 mm de mercure à l'état stable à 2 semaines d'intervalle. La polysomnographie va trouver le syndrome d'apnée centrale souvent associé à une hypoventilation. L'apnée centrale, dans le cadre du syndrome d'apnée centrale hypercapnique, a certaines particularités. Dans cet enregistrement d'apnée centrale provenant d'un patient avec syndrome d'apnée centrale hypercapnique, on voit qu'il y a une réduction progressive du volume courant juste avant le début de l'apnée centrale. Et on voit ici l'enregistrement d'une nuit entière de ce patient-là qui a un syndrome d'obésité hypoventilation avec prédominance des apnées centrales. On répartit les étiologies des syndromes d'apnée centrale hypercapnique en deux groupes. Les causes centrales, c'est tous les processus altérant le cortex cérébral, le tronc cérébral, la moelle épinière. Et les causes périphériques, tout ce qui concerne l'atteinte musculaire, en particulier les myopathies ou les nerfs moteurs. Et on y ajoute le syndrome d'obésité hypoventilation. Pour ces étiologies, le syndrome d'apnée centrale est rarement révélateur de la maladie. Donc, pour les causes centrales, on a parlé des lésions qui intéressent le système nerveux central et essentiellement, il s'agit d'une hypoventilation alvéolaire centrale qui peut être secondaire à toute lésion du tronc cérébral et de la moelle épinière, c'est que les tumeurs, les AVC, les polymyélites, les encéphalites et les causes primaires, et en particulier le syndrome d'Andine. Les causes périphériques sont dominées par les maladies neuromusculaires et il y a certaines maladies neuromusculaires où le syndrome d'apnée centrale hypercapnique est particulièrement fréquent.
Il s'agit essentiellement de la dystrophie musculaire du chêne avec 50% de prévalence, la myasthénie grave 50% de prévalence, la dystrophie myotonique 30% de prévalence du syndrome d'apnée centrale hypercapnique, la sclérose latérale amyotrophique 30% aussi, la paralysie diaphragmatique et comme j'ai dit on y associe aussi le syndrome d'obésité, hypoventilation. Dans ce cas-là, vous avez obligatoirement une hypoventilation alvéolaire évidente associée. Quel est le traitement du syndrome d'apnée centrale hypercapnique? Tout d'abord, le traitement étiologique. L'approche initiale au traitement consiste à déterminer la cause sous-jacente et dans certains cas, le traitement ou la correction de l'étiologie sous-jacente permettra d'atténuer le syndrome d'apnée centrale. Chez la plupart des patients, la gestion du syndrome d'apnée centrale est la même que pour le syndrome d'hypoventilation alvéolaire chronique. Parfois, le traitement étiologique, cependant, peu d'études ont abordé spécifiquement le traitement des syndromes d'apnée centrale hypercapnique. Le principal objectif du traitement est d'augmenter la ventilation en améliorant l'activité diaphragmatique et l'évacuation du CO2 et ainsi améliorer les échanges gazeux et abolir le syndrome d'apnée centrale. La prise en charge ne peut se concevoir que dans un cadre multidisciplinaire pour ces pathologies souvent compliquées, de préférence par un pneumologue du côté respiratoire avec une prise en charge aussi bien du syndrome d'apnée centrale que l'insuffisance respiratoire chronique qui serait déjà installée. Parmi les traitements étiologiques, par exemple les tumeurs comprimant le pont ou le bulbe rachidien, la résection peut traiter le syndrome d'apnée centrale, les malformations de Chiari de type 2, malgré la décompression de la fosse postérieure pour la malformation, le syndrome d'apnée centrale persistera souvent dans ces cas-là. Pour les AVC aigus, pas d'intervention spécifique pour le syndrome d'apnée centrale car la récupération est possible avec l'amélioration de l'AVC. Toutefois, si une insuffisance respiratoire et le syndrome d'apnée centrale persistent, une thérapie spécifique pour ces conditions peut être indiquée. Pour les maladies neuromusculaires, les thérapies pharmacologiques disponibles pour certaines myopathies héréditaires ou la myasthénie peuvent également alléger le syndrome d'apnée centrale en améliorant la force musculaire. Et dans tous les cas, la ventilation non invasive est souvent indiquée avec un choix entre la ventilation non invasive barométrique et la volumétrique chez les neuromusculaires et uniquement on va utiliser la ventilation barométrique chez les autres patients. L'objectif, c'est pour réduire la PaCO2 pour qu'elle soit inférieure à 45 mm de mercure élevé et à 50 mm de mercure au sommet, tout en conservant une saturation artérielle en oxygène supérieure ou égale à 90%. Mais dans tous les cas, il est nécessaire de réaliser une titration qui peut être manuelle ou autosurveillée avec un mode IPAP automatique tel que la VAPS ou l'IVAPS, plus ou moins une capnographie, ou bien possibilité d'une titration à domicile, mais obligatoirement avec oxymétrie ou polygraphie et un contrôle gazométrique diurne. Vous avez ici un tracé de titration chez un patient qui avait un syndrome d'apnée centrale avec disparition de ses apnées sous BIPAP. Peut-on donner l'oxygénothérapie nocturne au long cours, en particulier parce que cette thérapeutique elle est moins chère? En effet, l'oxygénothérapie nocturne peut alléger l'hypoxie, le syndrome d'apnée centrale, et peut réduire la PaCO2 si l'hypoxie est une cause de dépression du système nerveux central. Cependant, une réserve d'oxygène peut également abolir le stimulus respiratoire hypoxique et aggraver le syndrome d'apnée centrale. Par conséquent, un essai de l'oxygénothérapie suivi d'une évaluation attentive de la PaCO2 et de la PaO2 doit être réalisé si jamais il n'y a pas possibilité de réaliser les thérapeutiques les plus indiquées avant un essai définitif. D'autres mesures doivent accompagner le traitement ventilatoire. Il est important que le patient soit mis en garde contre l'utilisation de médicaments sédatifs qui peuvent induire une insuffisance respiratoire aiguë et aggraver le syndrome d'apnée centrale. Au plan de perspective thérapeutique, il existe un projet de traitement des syndromes d'apnée centrale en liaison avec les hypoventilations alvéolaires centrales, utilisant un stimulant respiratoire qui s'appelle la médroxyprogestérone. Mais ce projet-là n'est généralement couronné de succès que dans une minorité de patients jusqu'à maintenant.